petit texto. Donc. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette webconférence de janvier. Bonjour Philippe. Bonjour Pascal, bonjour, bienvenue à tous et bonne année. Excellente année à tous. Alors on commence sur les chapeaux de roue, on va faire un petit topo sur les nouveautés sociales. On a déjà fait au mois de décembre un point sur les changements que l'on connaissait et aussi finalement les non-changements, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a bougé, mais on peut quand même se faire un petit rappel sur un certain nombre de points réglementaires. Comme d'habitude, cette webconférence est enregistrée, elle sera au plus tard demain sur notre chaîne YouTube et vous pourrez aussi télécharger le support sur le site internet d'Audience. Voilà pour les aspects pratiques, mais on commence tout de suite. Est-ce qu'on est bon? C'est bon Pascal, on peut y aller. C'est parfait. Alors voilà le plan que l'on vous propose pour notre petite demi-heure. Un petit rappel sur les taux, le plafond et le SMIC pour l'année 2023, enfin tout au moins pour ce début d'année. Hein. On se souvient que l'an dernier, le SMIC a augmenté au moins 3 fois durant l'année. On va faire un petit rappel sur les réductions qui sont liées au SMIC, et notamment la réduction Fillon, qui s'appelle officiellement la réduction générale des cotisations patronales. Un petit point sur le prélèvement à la source, un point sur les frais professionnels. Alors, on en avait aussi parlé au mois de décembre avec la fameuse nouvelle condition par rapport à l'abattement pour frais professionnels. Et là, on a une nouveauté par rapport aux journalistes. Hein, c'est un truc assez précis. Un petit rappel sur la prime dite Macron, la prime de partage de la valeur, qui a remplacé au mois d'août dernier la PEPA. On va faire un petit rappel sur la nécessité de la formalisation de la mise en place de cette prime au sein de l'entreprise. Et puis, évidemment, on ne pouvait pas ne pas en parler. On présentera, mais alors en une vignette, hein, très succinctement, le point clé du projet de réforme des retraites, alors qui est passé dans les médias hein, la semaine dernière et qui devrait être sur un des sujets du Conseil des ministres de la semaine prochaine, il me semble. Voilà le plan. On commence tout de suite avec des choses donc très concrètes qui sont liées au logiciel de paye. On commence par les taux des cotisations sociales pour l'année 2023. Les choses sont simples, il n'y a pas de changement par rapport à 2022. Les taux sont les mêmes, avec deux points d'attention. Le taux concernant la cotisation accident du travail, il est propre à chaque structure, et chaque structure eh bien, le connaît via un retour de DSN. Premier point. Ensuite, on a le taux lié à la cotisation prévoyance ou la cotisation complémentaire santé. Encore une fois, ce taux, il est propre soit à chaque branche professionnelle, soit à chaque entreprise, notamment pour les cotisations complémentaires santé. Eh bien, comme souvent pour la cotisation complémentaire santé, la cotisation est calculée avec un taux bien sûr, mais qui est assis sur le plafond de la sécurité sociale. C'est souvent comme ça, pas toujours, mais très souvent. Bien mécaniquement, forcément, la cotisation a augmenté de par le fait que l'assiette, le plafond de la Sécu dans ce cas-là, a augmenté. Le plafond de la sécurité sociale, justement, donc il a été confirmé, mais on le connaissait déjà depuis le mois d'octobre. Il a augmenté donc de 6,9% par rapport à l'année 2022. C'est beaucoup, mais il n'avait pas augmenté sur les 3 dernières années, pour les raisons que l'on sait. Et donc finalement, si ça avait été lissé sur les 3 années, on en serait à peu près aux mêmes valeurs. Hein, voilà. Alors sur le plafond, petit rappel quand même, par rapport à ce fameux calcul du plafond, on s'est permis un petit mot comme ça. Je me souviens que pour les artistes et les techniciens intermittents du spectacle, le calcul du plafond pour les cotisations de retraite complémentaire est différent du mode de calcul pour les cotisations URSSAF. En 2 mots, pour les intermittents non cadres, c'est le plafond annuel qu'il s'agit d'appréhender, et pour les intermittents cadres, c'est le plafond journalier. Voilà. Rien de nouveau sous le soleil, mais comme on est là, on peut se permettre d'en parler. Alors, une petite illustration, ça fait pas de mal. Alors, nous avons sous les yeux un bulletin de salaire d'un artiste dramatique
qui n'a pas accepté l'abattement pour frais professionnels, c'est son droit. Il a perçu 2 cachets pour un total de 800 € bruts. Il est engagé les 10 et 11 janvier 2023. Alors, par rapport au plafond, du côté de l'URSSAF, c'est un artiste du spectacle. Il est embauché sur une période inférieure à 5 jours consécutifs. Le calcul du plafond, il est particulier. Vous le connaissez sans doute, c'est 12 multiplié par le plafond horaire multiplié par le nombre de jours. Dans cet exemple-là, le plafond est donc de 648 €. Mais quand on bascule du côté de la retraite complémentaire, par rapport à ce que l'on a dit tout à l'heure, on est là sur un artiste intermittent du spectacle non cadre. Le plafond à appréhender, c'est le plafond annuel. Son salaire étant de 800 €, on est bien en deçà du plafond annuel, donc il n'y a pas de plafond. Le salaire cotisé est donc celui du brut, le 800 €. Et enfin, pour la prévoyance, pour le régime spécifique des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, la base de calcul de la cotisation prévoyance, c'est le salaire brut, éventuellement abattu, mais là ce n'est pas le cas, dans la limite du plafond journalier. En l'occurrence, on a 2 jours de travail, donc le plafond, c'est plafond journalier multiplié par 2. En l'occurrence, ça nous donne 404 €. Voilà pour la petite illustration juste sur ce focus-là, dans cet exemple-là. Alors, le SMIC, deuxième point important, donc il a augmenté au 1er janvier 2023, il est passé à 11,27 € brut de l'heure. Et donc, pour un SMIC mensuel sur 35 heures, on est à un peu plus de 2 700 €. Alors, l'incidence du SMIC, il y en a plusieurs. La première, évidemment, c'est le salaire minimum. Donc, on ne peut pas payer quelqu'un en dessous de cette valeur. Attention, par rapport aux minima conventionnels, il est possible que dans certaines branches, de par la fréquence de l'augmentation du SMIC notamment, les minima n'aient pas été mis à jour. C'est normal, c'est pas nouveau, c'est assez classique de par la nécessité qu'ont les partenaires sociaux de se réunir pour mettre à jour ces valeurs. Donc, c'est pas toujours le cas dans l'immédiat, disons. Dans ce cas-là, n'oubliez pas que si dans votre convention collective, il y a certains minima qui, de par l'augmentation du SMIC, passent en dessous du SMIC, vous avez l'obligation de réajuster le salaire du salarié concerné pour qu'il soit au minimum au SMIC. C'est du bon sens, mais ça fait pas de mal de le rappeler. Toujours dans l'impact du SMIC, on a évidemment le cas de la fameuse réduction Fillon, ou réduction générale des cotisations patronales. Vous le savez, c'est une réduction des cotisations patronales qui est progressive. Pour un salaire au SMIC, l'application de cette réduction fait qu'il n'y a quasiment pas de cotisation patronale, dans tous les cas, quasiment pas de cotisation URSSAF et pas de cotisation retraite complémentaire, et que plus le salaire se rapproche de 1,6 SMIC, eh bien, plus la réduction diminue. Donc voilà un premier impact. Et puis, les deux autres impacts sont pour la cotisation complément assurance maladie. Vous le savez, cette cotisation n'est due que pour les salaires qui excèdent 2,5 SMIC. Et on a le même mécanisme pour la cotisation complément allocation familiale, qui n'est due que pour les salaires qui excèdent 3,5 SMIC. Alors là, on a mis à l'écran les valeurs mensuelles de ces 2,5 SMIC et 3,5 SMIC. Voilà pour ce salaire minimum interprofessionnel de croissance. Une illustration pour le cas de la réduction générale des cotisations patronales. On a à l'écran un salaire au SMIC, voilà, un temps plein en l'occurrence. On a une entreprise qui a un taux d'action du travail de 0,55%. Alors c'est important ça parce que la réduction des cotisations patronales, le calcul se fait avec un taux action du travail au maximum de 0,55%. C'est une valeur qui a changé au 1er janvier. Et puis, troisième point d'attention, les taux Agirc-Arrco sont les taux classiques avec une répartition classique. Et donc, l'application de cette réduction Fillon fait que, alors vous le voyez en bleu, tout ce qui est en bleu, ce sont des cotisations qui sont concernées par la réduction. Et en l'occurrence, comme on est sur un salaire au SMIC, eh bien, il y a une réduction de 100% des cotisations qui sont en bleu. Voilà, donc une réduction des cotisations patronales conséquente. Ce n'est pas nouveau, c'est juste une illustration de la situation par rapport à ce nouveau SMIC et un petit changement dans le paramètre du calcul
de cette réduction. Quelques mots maintenant sur le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, je crois que ça date depuis 2018, ça fait déjà 4-5 ans que c'est en œuvre. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? On rappelle juste que le prélèvement à la source sur le bulletin de salaire s'opère soit avec le taux personnalisé du salarié, soit avec un taux dit non personnalisé qui est issu d'un barème. Soit l'employeur a connaissance du taux du salarié par un retour de DSN, soit il n'en a pas connaissance. S'il n'a pas connaissance du taux du salarié, il doit utiliser le barème des taux non personnalisés. À chaque 1er janvier, ce barème augmente. Donc, votre logiciel de paye, forcément, il y a eu une mise à jour et il a intégré ces nouveaux barèmes. Mais il y a forcément un impact, du coup, sur le calcul. Donc, variables qui sont à prendre dans le logiciel de paye. Et on en profite pour rappeler que pour les contrats de travail inférieurs à 2 mois, dès lors que l'employeur ne connaît pas le taux personnalisé du salarié, eh bien, il y a, en plus de l'application du barème que vous avez à l'écran, un abattement de 50% du SMIC net mensuel sur la base de prélèvement. Donc, ça a pour conséquence, pour les salaires relativement modestes, à appliquer un taux à 0% la plupart du temps. Alors, une illustration, on a une fiche de paye d'un artiste musicien, il est embauché les 15 et 16 janvier, il a un total de 500 € pour ces 2 cachets et l'employeur ne connaît pas le taux du PASS. Dans ce cas-là, application du taux barème, et donc je prends la base de prélèvement. La base de prélèvement, vous le savez, c'est évidemment le net imposable, qui est en l'occurrence de 401,77 €. Si je reviens sur mon tableau de tout à l'heure, je m'aperçois que 401,77 €, c'est en dessous de la première marche pour laquelle il y a un taux. Donc, on est sur un taux à 0. Voilà, tout simplement. Voilà, une petite illustration dans le cas d'un salaire, d'un petit salaire, proportionnellement au temps de travail, avec un taux inconnu. On continue notre petit tour d'horizon avec quelques mots sur les frais professionnels. Alors, les frais professionnels, on profite pour faire un petit rappel, ce sont des frais engagés par le salarié pour accomplir une de ses missions dans l'entreprise. Voilà une définition très succincte, mais qui va à l'essentiel. L'employeur, dès lors que le salarié a dû engager des frais pour accomplir l'une de ses missions, doit prendre en charge ses frais. Ce n'est pas au salarié de supporter ses frais qu'il a eu pour travailler. C'est assez normal. Cette prise en charge, elle peut être faite de 2 manières. Soit l'entreprise décide de rembourser au réel ses dépenses, soit l'entreprise verse une allocation forfaitaire. Voilà, il y a 2 situations. Alors la première situation, quand l'entreprise décide de rembourser au réel les dépenses de ses salariés, il faut que le salarié fournisse un justificatif. Alors ça va être la facture d'une nuit d'hôtel, ça va être la note du restaurant, par exemple. Dans ce cas-là, sur présentation de facture, qui devient finalement la pièce comptable pour l'entreprise, eh bien, l'employeur rembourse à l'euro la dépense du salarié. Si l'employeur décide de verser des allocations forfaitaires, dans ce cas-là, alors d'une part, le salarié n'a pas à fournir de justificatif, mais les montants sont pour le coup forfaitaires. Ces montants, on les trouve sur le site de l'URSSAF et ils ont été réajustés récemment. Alors, on ne va pas donner tous les montants, mais 2 principaux. Un repas au restaurant, c'est 20,20 €. Une nuitée à Paris, une nuitée, c'est chambre d'hôtel et petit déjeuner. Une nuitée à Paris, c'est 72,50 €. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dès lors que le salarié a dû aller au restaurant au moins une fois, a dû passer une nuit à l'hôtel dans le cadre d'une de ses missions imposées par l'entreprise, si l'entreprise ne rembourse pas au réel mais verse les allocations forfaitaires, eh bien ce sont ces sommes qui peuvent être versées au maximum. Et ceci sans que le salarié ait besoin de justifier qu'il ait été vraiment au restaurant ou qu'il ait passé une nuit à l'hôtel. C'est un forfait. C'est un forfait, c'est un maximum, dans le sens où si l'entreprise décide de verser plus, alors par exemple, prenons le cas du repas au restaurant, si l'entreprise décide de verser 25 €, eh bien, de 2 choses l'une,
soit les 5 euros, s'ils ne sont pas justifiés, s'il n'y a pas une facture derrière, seront soumis à cotisation sociale, mais s'il y a une facture derrière, qui est au moins de 25 euros, il n'y aura pas de cotisation sur ces 5 euros supplémentaires. Et c'est le même raisonnement pour les nuitées. Alors, on va prendre un exemple. Mon salarié doit se rendre à 500 km de son lieu de travail pour un rendez-vous avec un client ou un prospect. Deux aspects, trajet et puis repas, hébergement. Alors le trajet, il part le mardi, il revient le mercredi, et repas et hébergement, il y a repas du mardi soir, repas du mercredi midi, et puis la nuit d'hôtel. Hein, voilà, schéma classique. Alors, pour le transport, il a deux options. Il prend son véhicule personnel. Mon salarié prend son véhicule personnel. Dans ce cas-là, je lui rembourse les kilomètres qu'il a effectués sur la base du barème fiscal. Voilà. Ces remboursements ne sont pas soumis à cotisation sociale. On a un justificatif qui est la distance entre son lieu de travail ou son domicile et le lieu où il doit se rendre. Aller, retour. Il peut aussi prendre les transports en commun. Dans ce cas-là, je rembourse ces billets sur présentation du justificatif qui, d'un point de vue comptable, constituera la pièce comptable pour le coup. Ça, c'est pour le transport. Pour ce qui est de la restauration et de l'hébergement, eh bien, on revient sur les deux possibilités que l'on évoquait tout à l'heure. L'entreprise verse des allocations forfaitaires, je lui verse ces sommes, et encore une fois, dans la limite des barèmes URSSAF, ces allocations ne sont pas soumises à cotisation sociale. A contrario, l'entreprise a l'habitude de rembourser au réel les dépenses des salariés. Dans ce cas-là, mon salarié me fournit les factures de restaurants et d'hôtels et, sauf abus manifeste, ces remboursements ne seront pas soumis à cotisation sociale. Alors, sauf abus manifeste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que la dépense ne soit pas exorbitante. Un repas au restaurant de 20, 25, 30, 35 euros, c'est pas exorbitant selon le type de restaurant. Une note de restaurant de 560 euros, si vous êtes une petite compagnie avec un budget modéré, ça paraît disproportionné. Pour autant, il y aura une facture et le salarié a bien mangé au restaurant. Il a peut-être d'ailleurs bien mangé, mais ça va être disproportionné. Et donc là, l'URSSAF, en cas de contrôle, pourrait se demander s'il n'y a pas une sorte d'avantage en nature, c'est-à-dire une rémunération déguisée. Voilà. Donc, c'est à l'entreprise de faire attention à ça. L'entreprise, d'ailleurs, peut fixer des limites. Elle peut dire, nous remboursons au réel sur présentation de facture les nuits d'hôtel et les repas au restaurant, et l'entreprise peut dire, alors, pour le repas au restaurant, la limite, c'est tant, et pour la nuit à l'hôtel, la limite, c'est tant. Voilà, l'entreprise a tout à fait le droit de dire ça, c'est-à-dire qu'elle remboursera au réel dans la limite des sommes qui ont été fixées par elle et qui valent pour l'ensemble des salariés. Toujours sur les frais professionnels, le sujet du moment, c'est évidemment l'abattement pour frais professionnels, officiellement la déduction forfaitaire spécifique. Alors, un petit rappel, on en a parlé plusieurs fois au cours de l'année 2022. À compter du 1er janvier 2023, pour les employeurs qui souhaitent appliquer un abattement pour frais professionnels pour les salariés concernés, donc les artistes du spectacle notamment, eh bien, il y a une nouvelle condition qui est que l'employeur, en cas de contrôle URSSAF, devra justifier que le salarié a eu des frais professionnels au moment où il a été recruté. Donc c'est une nouvelle condition qui se rajoute, qu'on soit clair, aux autres. Les deux autres conditions étant que tous les salariés ne sont pas concernés, il y a une liste précise des salariés concernés, et que pour appliquer l'abattement, il faut que le salarié concerné ait donné son accord écrit, et en plus dans cet accord, au préalable, l'employeur a dû l'informer des conséquences de son choix. Donc c'est une nouvelle condition. La branche pour les journalistes, il y a eu un changement qui s'opère au 1er janvier 2023, qui est que pour les employeurs de journalistes, que ce soit des employeurs de journalistes dans le secteur de la presse ou dans le secteur de l'audiovisuel, cette condition de devoir justifier que le salarié a eu des frais, eh bien, n'est pas appliquée. Mais il y a une contrepartie
qui est la suppression progressive de l'abattement pour frais professionnels pour les journalistes. Alors vous avez sous les yeux le tableau de cette suppression progressive. Elle commencera en 2024. À compter des payes de 2024, pour les employeurs qui embaucheront des journalistes, si ce dernier a accepté l'abattement pour frais professionnels, eh bien le taux d'abattement ne sera plus de 30%, mais de 28%. Et il y aura une réduction de 2 points de ce taux pour arriver en 2038, donc c'est en 2038, avec un taux égal à 0. Donc en clair, en 2038, pardon, eh bien, les journalistes n'auront plus d'abattement pour frais professionnels. Ça n'existera plus pour cette profession. À ce jour, nous n'avons pas d'informations concernant un dispositif similaire qui existerait dans le spectacle. Donc pour l'instant, la condition nouvelle posée par le bulletin officiel de la sécurité sociale s'applique jusqu'à preuve du contraire. Quelques mots maintenant sur la prime de partage de la valeur. Alors vous vous souvenez, c'est une prime qui a pris effet, enfin qui est issue d'un des textes de cet été et qui permet aux employeurs de verser une prime à l'ensemble de ses salariés, modulo certaines conditions, mais cette prime est exonérée de cotisations sociales, voire d'impôt sur le revenu. Elle prend la suite de la PEPA qui a été instaurée depuis déjà plusieurs années. Donc c'est quelque chose d'assez original. Alors, on fait un petit rappel sur les primes. Qu'est-ce qu'une prime déjà? Une prime, c'est un accessoire de salaire qui va être soumis à cotisation. Une prime, selon les habitudes de l'entreprise, selon la convention collective, peut être obligatoire ou pas. Quelques exemples de primes obligatoires. Une prime qui est prévue dans le contrat de travail, par exemple une prime de résultat pour les commerciaux. Si le commercial atteint tel chiffre d'affaires, il a une prime. C'est prévu dans le contrat, elle doit être versée si la condition est remplie. Autre exemple, une prime prévue par la convention collective, une prime de 13e mois. Voilà. Donc, voilà, une prime obligatoire. Ça a la nature de salaire, c'est soumis à cotisation sociale. La particularité des primes dites Macron, et notamment de la prime de partage de la valeur, c'est que c'est une prime qui est encadrée par la loi et qui est exonérée de cotisation sociale et d'impôt sur le revenu sous certaines conditions. Alors, on ne revient pas sur les conditions parce qu'on en a parlé notamment sur notre webconférence du mois de septembre des mémoires, mais ce qu'il faut noter, c'est la nécessité du formalisme pour mettre en œuvre cette prime. Le formalisme, c'est le document qui officialise la mise en œuvre de cette prime de partage de la valeur dans l'entreprise. Alors, il y a 3 possibilités de formalisation. Soit vous avez négocié un accord d'entreprise avec certains salariés, soit vous avez organisé un référendum, soit vous avez décidé de manière unilatérale de la mise en place de cette prime de partage de la valeur, c'est la fameuse DUE. Donc il est important de formaliser le versement de cette prime de partage de la valeur. Pourquoi? Parce que si vous versez cette prime sans que vous ayez formalisé cette décision, eh bien en cas de contrôle URSSAF, cette condition manquante, le contrôleur URSSAF pourrait remettre en cause les exonérations de cotisations sociales et donc finalement vous devriez payer des cotisations sociales sur ces sommes. Voilà, donc pensez bien à formaliser la mise en œuvre de cette prime au sein de votre entreprise si vous décidez de verser la prime, il n'y a pas d'obligation évidemment, et veillez surtout à respecter aussi les conditions dans lesquelles, par exemple, vous moduleriez le montant de la prime à vos salariés. Voilà. Vous trouvez sur Internet un certain nombre d'informations là-dessus. C'est pas très compliqué, il faut juste être assez rigoureux pour respecter les règles. Et on termine avec l'actualité du moment, le projet de réforme des retraites. Alors, vous le savez, en 2019, il y a eu un gros projet qui était prévu, qui était un projet de réforme systémique. Systémique, c'est on change le système. Vous savez qu'aujourd'hui, on a la retraite de base qui fonctionne sous forme d'annuité, on acquiert des trimestres, il y a un mode de calcul particulier de l'allocation, et puis on a la retraite complémentaire qui est un système par points.
On a voulu, en 2019, le gouvernement de l'époque, changer tout ça et avoir un régime universel. Ça n'a pas abouti. Alors, du coup, eh bien, on revient sur une réforme paramétrique. Une réforme paramétrique, c'est une réforme où l'on va changer les paramètres. Alors, il y a plusieurs paramètres qui peuvent être touchés dans le cadre d'une réforme. On peut toucher les taux, augmenter les taux. On peut baisser les pensions des retraités. On peut aussi, et ce sont les deux paramètres qui sont a priori imaginés, on peut augmenter, alors progressivement pour le coup, l'âge légal de départ en retraite, et puis on peut aussi augmenter le nombre de trimestres requis pour partir à la retraite à taux plein. Alors vous avez à l'écran le tableau de ce projet de réforme. On est bien d'accord, on est sur un projet. Pour l'instant, ça n'a même pas encore été présenté en Conseil des ministres, ça le sera la semaine prochaine. L'objectif du gouvernement, c'est une mise en application, je crois, à la rentrée prochaine, au mois de septembre de mémoire. Et donc, vous voyez là les changements. Alors, on lit le tableau en commençant par la colonne avec l'année de naissance, pour repérer quelle est votre année de naissance. Et ensuite, on voit quel est l'âge légal qui est proposé dans cette réforme. Et ensuite, la troisième et la quatrième colonne, c'est la comparaison entre le nombre de trimestres qui était requis, enfin, qui est requis à ce jour, nombre de trimestres pour pouvoir partir avec un calcul à taux plein. Et la quatrième colonne, eh bien, c'est le nombre de trimestres qui est imaginé dans le cadre de cette réforme. Donc, on voit que à partir entre les personnes qui sont nées en septembre 1961 jusqu'aux personnes qui sont nées en 1972, eh bien, il y a une augmentation du nombre de trimestres supplémentaires. A contrario, pour les personnes qui sont nées à partir de l'année 1973, ne change que l'âge légal de la retraite qui passerait pour eux à 64 ans au lieu de 62 ans qui est l'âge légal à ce jour. Il n'est pas prévu de changer l'âge à partir duquel on pourra partir à taux plein, quand bien même on n'aurait pas tous ces trimestres, qui est de 67 ans. Il n'est pas prévu non plus de changer l'âge à partir duquel l'employeur peut mettre à la retraite d'office un salarié, qui est de 70 ans. Voilà, on est sur un projet, on verra comment ça avance. Quoi qu'il en soit, nous ferons sans doute une webconférence dédiée à ce sujet avec comme thématique gérer le départ en retraite de vos salariés. Nous ferons sans doute ça d'ici la fin du printemps, peut-être au mois d'avril ou au mois de mai. Voilà là-dessus. On se retrouve le 15 février prochain, je serai avec Nadia Bouvard et nous ferons un point sur la gestion de la violence et du harcèlement sexuel et sexiste en entreprise. Nous avons en audience, vous le savez, une cellule d'accompagnement. On vous présentera tout ça. Merci pour votre attention. Nous passons tout de suite avec Philippe sur le chat et les questions et sans doute les réponses. Oui, Pascal, alors on a de nombreuses questions. Je les ai regroupées sur la partie favoris. On a déjà deux questions de Camille et de Joël qui sont liées au cachet. Une première question de Camille concernant les cachets qui sont des montants forfaitaires. Comment les évaluer par rapport au SMIC? Alors pour ce qui est du calcul de ce que l'on a évoqué, c'est-à-dire le complément assurance maladie et le complément allocation familiale, un cachet égale 7 heures. C'est le calcul qui est utilisé pour ces deux dispositifs. Il ne faut pas faire de généralité, c'est juste pour le calcul de ces deux dispositifs. Une question ensuite de Joël, toujours sur les cachets. Faut-il toujours utiliser la rubrique de paye cachet isolé ou cachet groupé pour le bon calcul des cotisations URSSAF? Alors, ça dépend. La réponse, elle viendrait surtout de votre éditeur de logiciel de paye. Il n'y a plus de différence entre les cachets isolés et les cachets groupés. Donc, je ne connais pas le logiciel de paye qui est utilisé, mais j'imagine que ça ne change rien. Alors ensuite, on a de nombreuses questions concernant donc les frais professionnels et la déduction forfaitaire spécifique. Une question d'Aïda, question sur les frais pro. Si on est soumis à la convention collective EAC, doit-on prendre les nouveaux forfaits de l'URSSAF alors qu'il n'y a pas eu de nouvel accord? Vous pouvez prendre les forfaits URSSAF, c'est un maximum. C'est-à-dire que vous avez le droit, sans aucun problème, de rembourser, non, de verser des allocations
dans la limite des barèmes URSSAF, vous ne serez pas soumis à cotisation sociale, il n'y aura pas d'incidence. Une question en fait de Julia, si on peut rembourser les indemnités kilométriques moins élevées que le barème fiscal. Réponse oui. Vous dérogez à la règle, mais vous n'aurez pas, il n'y aura pas de problème en cas de contrôle URSSAF. Si vous remboursez moins que ce que la réglementation vous y autorise, ça ne sera pas soumis à cotisation sociale. Il n'y aura pas d'impact sur ce point-là. S'il y a un abattement professionnel, est-ce que les frais sont-ils remboursés? Le principe, c'est que non, on ne peut pas jouer sur les deux tableaux, avoir un abattement pour frais professionnels et avoir le remboursement de frais, sauf par rapport à une liste que vous trouvez dans le bulletin officiel de la Sécurité sociale qui autorise le cumul sur certains. Je vous renvoie là-dessus à la webconférence qu'on avait fait l'an dernier, je crois, c'était mois d'octobre ou novembre 2021, sur les frais professionnels. Elle est en ligne sur notre chaîne YouTube. Il y a le rappel sur le cas où le cumul est possible. Une question aussi de Sophie. Un salarié qui applique la déduction forfaitaire spécifique et qui par ailleurs bénéficie de la part employeur les allocations forfaitaires repas et nuitées dans la limite du plafond fixé par l'URSSAF, ces allocations sont-elles soumises aux cotisations du fait que le salarié applique la déduction forfaitaire spécifique? Même réponse que celle que je viens de donner. Le principe, c'est un principe de non-cumul entre l'application de l'abattement et le remboursement de frais, sauf dans certains cas, que je n'ai plus en tête, je vous avoue, qui sont listés dans le bulletin officiel de la Sécurité sociale, certains cas où il y a un cumul possible. Une question de Fabienne concernant les justificatifs lors de l'application de l'abattement forfaitaire. Ces justificatifs doivent-ils être les originaux? Aussi la question. Merci Fabienne pour cette réponse. Question suivante. Je plaisante. À ce jour, dans le bulletin officiel de la Sécurité sociale, on peine à trouver des détails sur ce sujet. Donc, à défaut de précision, oui, le salarié peut vous fournir un justificatif et en effet, il peut peut-être l'avoir fourni déjà à un autre employeur. Comment le savoir? Comment le contrôler? Je pense que ce n'est pas possible. Une question d'Aïda. L'abattement pour frais professionnels inclut-il les frais de repas ou de transport et remplace-t-il la prise en charge et le remboursement de ces frais? L'abattement pour frais professionnels, il ne détaille pas ce qu'il est censé couvrir. Donc la question, c'est celle qu'on a déjà donnée tout à l'heure, c'est principe, on ne peut pas cumuler l'abattement pour frais professionnels, le remboursement de frais, sauf les cas qui sont précisément listés dans la réglementation où là, il y a cumul possible. A priori, on peut imaginer que la prise en charge de déplacement peut être distinguée, en fait, peut-être distincte de ce qui devrait être couvert par l'abattement pour frais pro. On a une question sur le montant de la prime de partage de la valeur. Une question de Joël. Si la prime de partage de la valeur est de 3 000 € maximum, a-t-on le droit à 3 000 € pour 2023 et 3 000 € pour 2024? Je botte en touche, j'ai un doute. Je me souviens plus si c'est... Je crois que... Je me souviens plus, je veux pas dire de bêtises. Il faut regarder le texte, je n'ai pas la réponse. Est-ce que c'est 3 000 € maxi par année civile ou pas? Je crains que ce soit valable... je crains que ce soit qu'une seule fois jusqu'au 31 janvier jusqu'au 31 décembre 2023. Je crains que ce soit qu'une fois, mais je l'ai plus en tête. Une question de Stéphanie. Est-ce que la convention collective, en l'occurrence SVP, prime sur les barèmes audience? Alors, il n'y a pas de barème audience. Je pense que, Stéphanie, vous voulez parler des barèmes URSSAF et je pense que vous parlez de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qui sont les barèmes de remboursement forfaitaire. C'est pas que ça prime, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que si les barèmes qui sont indiqués dans votre convention collective sont inférieurs aux barèmes URSSAF, alors ils ne sont pas inférieurs de 10 € non plus, si vous versez les sommes qui sont prévues par le barème URSSAF,
C'est un maximum, donc vous n'aurez pas de problème avec l'URSSAF, ça sera bien exonéré de cotisations sociales. Voilà ce qu'il faut comprendre. Si votre convention collective vous dit le repas au restaurant, c'est pas 20 euros, mais c'est 16, vous pouvez verser 16, okay, vous respectez votre convention collective, vous pouvez aussi verser 20, vous n'aurez pas de problème avec l'URSSAF, ça sera toujours exonéré de cotisations sociales. Une question également de Véronique qui demande en fait le cachet minimum légal brut par rapport au SMIC. Alors, le cachet, c'est un synonyme de salaire, on est d'accord. Ça renvoie à un forfait. C'est une prestation qui est effectuée par un artiste dans le cadre d'une représentation, d'une répétition, d'un tournage, d'un enregistrement. C'est un forfait qui n'est pas lié à un temps de travail. Hein, c'est déconnecté du temps de travail. Donc, les minima légaux en termes de salaire, il n'y en a pas, sauf le SMIC. En revanche, il y a des minima dans les conventions collectives. Et c'est votre convention collective qui vous fixera les minima de salaire, les minima de cachet pour vos artistes, selon qu'on est dans le spectacle vivant, selon qu'on est dans le spectacle enregistré, ce genre de choses. Une question aussi d'Olivier en rapport avec Xotis, une question sur les taux. Xotis a communiqué un taux retraite permanent, donc elle met le détail. T1, 3,15 en part salariale et 4,72 en part patronale. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de leur part? On peut aussi rappeler que les taux sont disponibles sur l'espace sécurisé et dans les documents, le document des paramètres. J'ai mis le lien aussi sur le chat. Voilà, donc moi je ne peux pas me positionner sur ce qu'a dit Xotis, on est sans doute dans un cas particulier, la convention collective n'est pas indiquée dans la question, donc ce qu'a dit Philippe, c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire vérifier avec les paramètres qui vous sont donnés sur vos espaces personnalisés, qui sont les taux et la répartition de ces taux en part salariale, part patronale, en fonction de votre convention collective. C'est ça qu'il faut vérifier. Si Xotis vous donne un autre montant, il faut savoir pourquoi est-ce que ce montant est différent. Une question d'Isaline aussi, dans le cadre de la gestion des frais réels, la prise en charge du repas via le versement d'une allocation forfaitaire ne nécessite pas que le salarié soit effectivement allé au restaurant. Il peut avoir acheté un stack ou autre. Je pense que c'est lié entre restaurant et puis le fait de prendre un sandwich ou le fait d'aller dans un libre-service peut-être. Ouais, alors je ne comprends pas bien la question, parce que la question c'est, dans le cadre de la gestion des frais réels, la prise en charge du repas via le versement d'une allocation forfaitaire. Il y a une opposition dans la question, je ne comprends pas bien. Quoi qu'il en soit, si vous versez des allocations forfaitaires, donc on n'est pas dans le système au réel, en effet, votre salarié n'a pas à justifier qu'il a effectivement été au restaurant si l'on parle du repas. C'est vrai. Une question aussi de Camille. Quel risque si on n'applique pas les minima conventionnels pour les cachets? Eh bien, le risque, au-delà du fait que vous ne respectez pas la réglementation et que vos salariés sont payés en dessous des minima prévus, le risque, c'est un risque prud'homal, c'est-à-dire que si votre salarié vous emmène au prud'homme pour non-respect des minima, eh bien, vous serez condamné. Une question aussi de François qui emploie des intermittents de temps en temps et concernant les frais kilométriques, dois-je me baser obligatoirement sur le barème URSSAF ou peut-on en plein accord faire un forfait en se basant par exemple sur genre via Michelin? Oui, tout à fait. Alors je crois qu'il y a une confusion dans le début de la question parce qu'on parle des frais kilométriques et on parle du barème URSSAF. En fait, les frais kilométriques, c'est sont indiqués à l'administration fiscale. C'est un barème de l'administration fiscale qui fixe le montant de l'indemnisation par rapport au nombre de kilomètres parcourus. Donc, c'est ce barème qu'il faut appliquer. Par contre, je me souviens plus de la suite de la question, Philippe. C'était François rappelait sa convention, la 3090. J'emploie des intermittents de temps en temps et concernant les frais kilométriques, dois-je baser obligatoirement sur le barème URSSAF ou peut-on en plein accord faire un forfait en se basant par exemple sur via Michelin? Je suppose que c'est si on utilise une application de géolocalisation ou une application qui permet de calculer un kilométrage. Ok. Le nombre de kilomètres, il y a deux choses. Hein. Il y a le nombre de kilomètres. Vous pouvez effectivement utiliser via Michelin ou Google Maps ou ce que vous voulez pour déterminer le nombre de kilomètres entre Paris et Lyon, par exemple. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Effectivement, il faut se baser sur quelque chose pour savoir s'il y a 300 km, 330, 312 et tout ça. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et ensuite, par rapport au nombre
de kilomètres, eh bien, vous appliquez le barème de l'administration fiscale. C'est comme ça que ça fonctionne. Je rappelle, je viens de mettre en fait sur le chat un lien un petit peu long. Il y a beaucoup de questions sur la déduction forfaitaire spécifique. Il y a une fiche pratique. J'ai mis le lien qui doit pointer directement dessus. Ok, parfait. Bien. On a vu toutes les questions en favoris. Plus d'autres questions a priori. Alors, on peut rappeler aussi que le support, il y a eu pas mal de questions aussi sur le support qui sera téléchargeable bien évidemment en fin de webconférence. Tout à fait. Et vous pourrez revoir le replay donc sur le site audience. Je vais mettre le lien tout de suite. Ok, bah écoutez, merci à toutes et à tous pour votre présence studieuse, j'en suis sûr. Excellent mercredi, on est mercredi. On se voit le 15 février prochain. Portez-vous bien. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.